Bienvenue à toutes et à tous. Quand on pense développement durable, on pense à un mode de développement qui donne la primauté à la planète, à la faune, à la flore, à l'eau, à l'air. Bref, une mauvaise affaire pour l'économie et pour la croissance. Et pourtant, protéger les écosystèmes, c'est assurer ni plus ni moins que la survie de l'espèce humaine. Le dérèglement climatique est vecteur d'incertitudes économiques, bien entendu, et plus grave encore, elle est le vecteur de nouvelles maladies, de nouvelles incertitudes économiques. Pour explorer ces nouvelles maladies qui connaîtront une propagation exponentielle du fait du relèvement de la température globale, Décryptage reçoit le docteur Gaba Siméon. Il est spécialiste des maladies de l'appareil digestif. Merci à vous, docteur Gaba Siméon, d'avoir accepté de participer à Décryptage. Merci. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, quels sont les risques sanitaires que nous encourons du fait du relèvement probable de la température à l'échelle globale, des dérèglements climatiques qui sont à l'horizon? Merci. Et disons d'emblée que les relations entre l'homme et les différents aspects de l'environnement touchent à tous les secteurs, essentiellement le secteur économique, le secteur social, le secteur matériel et le secteur culturel. Au jour d'aujourd'hui, le réchauffement climatique, la pollution de l'atmosphère suscite beaucoup d'inquiétudes et de questionnements. Et ces questions, c'est du fait que ce réchauffement climatique, cette pollution de l'atmosphère entraîne des effets nuisibles sur la santé. Et ces effets nuisibles sur la santé passent avant tout par la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution du sol et la dégradation de l'environnement et de la végétation. En effet, c'est le thème de cette émission, explorer d'autres dimensions de la question. Parce que souvent, on a tendance à s'enfermer sur les risques climatiques, pour ce qui touche la biodiversité, pour ce qui touche l'économie, et on a tendance à minorer les impacts sanitaires que ces changements climatiques-là auront sur la vie des êtres humains en général. Alors, Monsieur Gaba, quels sont les risques, par exemple, que font courir la pollution de l'air, par exemple, sur la santé de l'homme? Vous qui êtes un spécialiste de la question. Merci. Et l'air est un élément indispensable à la vie. Chaque jour, chaque individu inspire environ 20 mètres cubes d'air. Et l'air que nous inspirons est constamment pollué. Cette pollution peut venir des automobiles, peut venir des industries, peut venir de l'agriculture. Le CO2, le monoxyde de carbone, etc. Et autres gaz à effet de serre. Donc, peut provenir de la démographie humaine galopante que nous assistons aujourd'hui dans nos villes. Donc, l'air, disons qu'en 2013, l'OMS avait classé la pollution de l'air dans les principales causes de la genèse de cancer. Et chaque année, une personne sur 100 meurt de la pollution atmosphérique. Ouais. C'est des chiffres qui font un peu froid dans le dos. Oui. Alors, quelles sont les pathologies dans le détail qui, par exemple, connaissent un accroissement du fait de la pollution de l'air? Vous avez parlé tout à l'heure des risques cancérigènes que ça avait. Et certes, l'air est naturellement composé de plusieurs gaz. Il y a gaz oxygène, gaz hydrogène, gaz azote, et gaz carbonique et gaz méthane. Mais en dehors de ces airs naturels, ces gaz naturels, il y a d'autres gaz toxiques qu'on retrouve dans l'air et qui produisent des effets nuisibles sur la santé. Et au premier rang de ces gaz se trouve le monoxyde de carbone, le CO. Et ce gaz entraîne une diminution de l'oxygénation de certains organes tels que le cerveau, le poumon, le cœur et les vaisseaux. Le risque, c'est d'entraîner une ischémie au niveau de ces organes, avec les conséquences qui suivent. Donc, cette pollution entraîne souvent des problèmes sur la santé par l'intermédiaire de certains gaz nuisibles. On peut citer certaines maladies que la pollution de l'air peut donner. Il y a les maladies dermatologiques, les maladies pulmonaires, les maladies cardiovasculaires et les maladies digestives
et les maladies immunitaires. Alors, pour continuer dans la lancée tout à l'heure, vous avez parlé également des risques liés par exemple à la pollution de l'eau. Quels sont ces risques-là et les maladies qui pourraient connaître un développement particulier du fait par exemple de la dégradation du climat? Oui, l'eau, comme on l'a enseigné, n'est pas uniquement constituée des molécules H2O. Dans l'eau, on trouve souvent des substances dissoutes, appelées les sels minéraux. Lorsque ces sels minéraux, certains de ces sels minéraux se retrouvent en quantité excessive, ça peut générer des pathologies. On peut citer certains exemples. Exemple, le fluor. Le fluor, à faible dose dans l'organisme, entraîne un rôle protecteur. Protège contre les caries dentaires. Mais lorsque le fluor se trouve à dose excessive, ça entraîne une maladie appelée la fluorose. Cette fluorose permet de trouver des taches blanches sur les dents. Je pense que les dentistes nous en diront plus. On peut citer l'arsenic, un polluant fréquent de l'eau. Un poison, on va dire. Oui, de l'arsenic, c'est fréquent. Cette pollution provient essentiellement des industries, des raffineries et autres. Donc, lorsqu'on a une intoxication à l'arsenic, on est exposé, on court le risque de survenue de cancer. Le cancer de la peau, le cancer du poumon, le cancer du foie et le cancer de la vessie. L'intoxication aiguë à l'arsenic peut entraîner des troubles digestifs graves allant de la douleur abdominale au vomissement et à la diarrhée. Et certains sujets qui ont une intoxication chronique à l'arsenic ont des problèmes dermatologiques. Chez ces personnes, on trouve des zones d'hypodermie alternées à des zones d'hyperdermie sur leur peau. Après l'arsenic, nous pouvons citer le mercure. Le mercure, un polluant fréquent de l'eau que nous ne savons pas, qui provient essentiellement de l'agriculture et des industries. De la pêche également. De la pêche également. Le mercure, lorsqu'on a une intoxication au mercure, on est exposé à un grand risque de survenue de cancer. Après le mercure, nous pouvons citer le plomb, un polluant aussi fréquent de l'eau. Le plomb, l'intoxication par le plomb s'appelle le saturnisme. Cette intoxication peut entraîner les maladies cutanées, les maladies neurologiques, les maladies cardiovasculaires et parfois entraîner de l'anémie chronique. Après le plomb, nous pouvons citer l'aluminium. Lorsqu'il y a une intoxication chimique à l'aluminium, ça a été évoqué dans la genèse de certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer ou la survenue de syndrome de Parkinson. Mais cela n'a pas encore eu de preuves formelles. Après l'aluminium, nous pouvons citer les pesticides. Ça provient souvent des industries et de l'agriculture. Ça veut dire qu'on les ingère directement. On les ingère sans le savoir. Et c'est contenu dans l'eau. Donc, l'intoxication aux pesticides expose à de grands risques de survenue de cancers, divers cancers et des problèmes des reins, en particulier l'insuffisance rénale. Il y a les organochlorés de synthèse. Ces organochlorés de synthèse se retrouvent essentiellement dans les plastiques, les diluants, les lubrifiants et les isolants. Et les sujets qui ont cette contamination sont exposés à une grande potentialité de survenue de risque de cancer. On peut continuer, il y a la pollution microbiologique de l'eau, c'est-à-dire cette pollution qui provient des déchets que les humains et les animaux rejettent dans la nature. Et cette contamination se repose essentiellement sur les virus, les bactéries et les parasites. Donc ça peut entraîner des grandes maladies, aller à des grandes épidémies. On peut citer le choléra, on peut citer la salmonellose, etc. C'est-à-dire que des maladies qui, a priori, pour un observateur non instruit, penserait que ce sont des maladies qui n'ont aucun lien avec le réchauffement et le dérèglement climatique. Mais là, vous venez de démontrer avec brio à quel point tout cela représentait un risque particulier par rapport à cette maladie. Alors, nous allons à présent aborder les risques des maladies liées, par exemple, à la pollution des sols. Parce que les sols également ne sont pas exsangues par rapport à cette pollution. S'il y a pollution du sol, c'est qu'il y a pollution des nappes phréatiques. Des nappes phréatiques, de tous les récoltes que nous ingérons. Donc, on ne peut pas dissocier la pollution du sol à la pollution de l'agriculture. La technique, ça veut dire que là, ce sont les techniques agricoles qui sont mises en question. Et certes, par exemple, le recours aux engrais chimiques. Et certes, la pollution du sol provient essentiellement des pesticides.
On parle des pesticides lorsqu'on cite les insecticides, les herbicides et les engrais minéraux. Et cette pollution du sol entraîne des impacts sur la santé parce que tous les aliments que nous ingérons contiennent énormément de produits chimiques. Et lorsque on s'intoxique sur une longue période, on peut avoir des maladies diverses allant de la maladie dermatologique, c'est-à-dire maladie de la peau, la maladie cardiovasculaire qui peut se manifester par des palpitations, des maladies neurologiques et qui peuvent aller de l'amnésie jusqu'à des troubles de mémoire. On peut avoir des tremblements et on peut avoir des troubles de la sexualité. Il y a même la fatigue chronique inexpliquée qui proviennent de ces contaminations. On peut citer également la survenue de certains cancers où tout le monde se pose la question où est-ce que cet enfant a eu ce cancer? Alors qu'on savait que dans le passé, il faut dépasser environ 50 ans pour avoir ces cancers. Exemple, la leucémie, communément appelée le cancer du sang. Donc, ces maladies qui émergent actuellement à une fréquence vertigineuse, qui inquiètent et on se pose la question d'où ces maladies proviennent. Nous pouvons dire que ça provient de nos comportements. On connaît le coupable, oui, c'est le changement climatique et le responsable de ce changement, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Nous sommes à la base, les causes et les créateurs de ces maladies qui surviennent actuellement. Alors, et les végétations alors? Oui, la végétation, une fois que le sol est contaminé, et une fois que l'air est contaminé, une fois que l'eau est contaminée, il faut savoir qu'il y a une destruction de la végétation. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit que il y a certains arbres qui disparaissent, certains animaux qui disparaissent, il y a les points d'eau, et des zones où il y avait les lacs, la biodiversité qui disparaît, et on se pose la question, nous sommes les premiers coupables. Alors, nous allons également aborder les bruits et les sons. Oui. En quoi les bruits et les sons peuvent nuire à la santé? Parce qu'a priori, tout le monde aime la musique, tout le monde... je ne sais pas trop. Oui, et c'est bien de rappeler que les bruits rentrent dans le problème. Lié au changement climatique. Spontanément, on ne fait pas le lien. Voilà. On ne fait pas le lien, alors que si on regarde bien, on voit que les bruits et les sons ont un impact important sur la santé humaine. Vous voyez? Et la pollution sonore, qu'est-ce que c'est? La pollution sonore peut être définie comme les bruits, ou tout un ensemble de sons qui se produisent en dehors de toute harmonie et régulière et qui entraîne une perturbation de bien-être. Habiter à côté d'un aéroport où les avions passent régulièrement. Certes, et le décollage de l'avion donne des bruits qui sont à la limite douloureuse pour les oreilles. Vous voyez? Donc, ces bruits proviennent d'où? On peut les classer en deux. Les bruits qui proviennent de l'intérieur des bâtiments. Nous avons les instruments électroménagers, nous avons les musiques, nous avons la voix humaine. La voix humaine. On peut donner un exemple de bruit, les bruits qui s'émanent de certaines églises. Les lieux de culte. Les lieux de culte. Et on peut citer les discothèques. Les bistrots de quartier également. Etc. Et il y a les bruits qui viennent de l'extérieur des bâtiments. Là, on peut citer les bruits du trafic routier, du trafic aérien, du trafic ferré. Et voici des bruits qui émanent. Et ces bruits, quelles sont les maladies que tout cela peut générer? Et ces bruits, à un seuil douloureux, a un impact important sur l'audition. Ça peut donner de la fatigue auditive, des troubles de l'audition. Ça peut donner une surdité complète. Et il existe également des impacts en dehors de la sphère ORL. Nous pouvons citer les maladies mentales. Nous pouvons citer les maladies cardiovasculaires qui se manifestent par des palpitations que certaines personnes ont, qui se promènent de cardiologue en cardiologue. Les explorations ne donnent rien. Vous voyez? On peut citer les troubles de l'immunité, les troubles hormonaux et glandulaires. Et ces bruits peuvent engendrer des troubles de sommeil, etc. Donc, certes, ces bruits dans les zones urbaines ont un impact important sur la santé humaine. Alors, dernier point, ce sont les plastiques non biodégradables, on va dire. Oui, on l'avait déjà cité que les plastiques
les organochlorés de synthèse constituent essentiellement ces plastiques que nous utilisons. Donc, ces plastiques ont un grand pouvoir de provoquer des cancers, comme on l'avait dit. Chez les êtres humains. Chez les êtres humains. Mais également chez les animaux aussi. Chez les animaux, certes. Et ces plastiques enfouis dans le sol mettent plusieurs années pour être dégradés. Avec au moins 2000 ans. Oui, vous voyez. Donc, et ces plastiques que nous jetons pour boucher les canalisations d'eau, avec les conséquences qui en découlent. Donc, les plastiques dans les fonds océaniques, les plastiques dans les sols, il y en a partout. Partout. Et il faut voir la quantité de plastique, le nombre de plastiques que nous laissons sur sol dans la nature par jour. Alors, docteur, après nous avoir donné à avoir peur, c'est le travail des médecins. Oui. Vous venez ensuite nous accompagner à proposer des solutions. Comment faire face? Comment changer nos habitudes pour réduire les risques? Je pense par exemple à comment protéger les eaux. Je suis sûr que vous avez quelques conseils. Oui, on avait tantôt dit que l'eau est indispensable à la vie et que il y a plusieurs sources de contamination de l'eau. Et si nous prenons garde de contaminer l'eau, si nous sommes conscients de ces sources de contamination, et nous allons prévenir plusieurs maladies. C'est une question de prise de conscience individuelle pour savoir qu'est-ce que je fais pour protéger l'eau. Nous pouvons dire également que l'eau que nous consommons dans la ville de Lomé est distribuée par une société étatique appelée la Togolaise des eaux. Avant que cette société ne donne l'eau à la population, il vérifie une soixantaine de paramètres. Il faut que ces paramètres soient dans les normes pour appeler cette eau potable. En réalité, il n'existe pas d'eau potable. L'eau potable, c'est l'eau qui répond à certaines normes données. Donc, la Togolaise des eaux donne de l'eau qui répond à certaines normes en vérifiant ces soixantaines de paramètres. Actuellement, on voit que dans les quartiers, il y a une multiplication des forages d'eau. Et l'eau de ces forages ne sont pas contrôlées, ne répondent pas à certaines normes données. Donc, il y a une contamination. Vous déconseillez la consommation de ces eaux de forage? De forage. Ils ne répondent pas, ce sont des eaux polluées. Est-ce on essaie de chercher à comprendre, à savoir ce que cette consommation d'eau de forage vont générer dans l'avenir? Non, il n'y a aucune étude. Mais sachez que avant qu'une société ne donne l'eau à la population, il faut que cette eau réponde à certains normes. C'est tout un travail pour vérifier ces paramètres. Ces paramètres sont nombreux. Les eaux en sachet, communément appelées pure water, quels sont vos conseils par rapport à ça? Est-ce qu'il faut les boire ou ne pas les boire? Est-ce que, avant qu'on ne vende cette eau en sachet, est-ce que ces sociétés ont reçu un agrément? On ne sait pas. Et tu peux acheter la machine pour sceller le sachet et fabriquer de l'eau dans ta cuisine. Tu donnes à cette eau un nom et tu commercialises. On ne connaît pas les provenances, il n'y a pas de contrôle, donc il faut que tout ça là soit... Vous appelez à la prudence des consommateurs, mais est-ce qu'il faut rester seulement à l'échelle individuelle? C'est-à-dire que chaque individu peut décider ou pas en fonction de ses moyens. Également, certains n'ont pas le choix. Ils sont obligés, par exemple, quand ils vivent dans des zones reculées où la seule source d'eau, c'est un forage ou un fleuve ou un puits, c'est pas évident que ces gens-là puissent aller acheter de l'eau dans des supermarchés, de l'eau minérale, ou carrément aller à des kilomètres avant de voir la première borne fontaine. Donc, il y a aussi un effort qui doit être fait au niveau des pouvoirs publics. Oui, des pouvoirs publics. Commençons par la ville de Lomé. Il faut que tous les quartiers soient desservis. Il faut qu'il y ait de distribution d'eau potable dans ces quartiers. Donc cette société a du pain sur la planche, mais c'est parce que ces populations reculées ou dans certains quartiers qui ne sont pas décernés par cette eau potable, ils se mettent à faire des forages dans des maisons. Donc il y a du problème à résoudre. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure, vous avez listé un certain nombre de maladies, de risques liés à la pollution de l'air. Quels sont vos conseils, par exemple, pour garder l'air, que vous disiez tout à l'heure, vital pour l'être humain, sain? Et l'air
polluer entraîne de la maladie, on vient de le dire. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger l'air? D'abord, il faut installer les industries loin des habitations. Il faut favoriser, améliorer le transport en commun. Parce que cette pollution, on l'a dit que ça provient essentiellement des véhicules, des motos et des voitures. Donc, s'il y a du transport en commun, on va diminuer la pollution de l'air, surtout en CO, le monoxyde de carbone. Il faut encourager l'achat des véhicules neufs. Habituellement, nos voitures ici, 98%, ce sont des voitures abandonnées en Occident, que nous appelons France au revoir ou l'Europe au revoir. Avant que ces voitures n'arrivent ici, c'est qu'ils ont atteint le seuil de production de CO. Et c'est ce que nous en faisons ici, nos voitures neuves. Si on facilite, on subventionne l'achat des véhicules neufs, on peut diminuer la pollution de l'air. Il y a un autre aspect. Il faut créer des espaces verts. Des espaces verts. Dans nos quartiers de Lomé, on n'a pas des espaces verts. Autant d'espaces qui sont des zones de captation des gaz. Des gaz. Parce que les arbres... Des espaces verts. Et il faut dire qu'en réalité, le Togo est l'un des rares pays qui ait pensé à la protection de l'environnement. Il faut le souligner. Il ne faut pas le cacher. En mai 1977, le président de la République... La fameuse révolution verte. Le président de la République avait lancé la fameuse révolution verte et avait créé la date du 1er juin comme la journée nationale de l'arbre. Si nous faisons de cette date une date patriotique, où chaque citoyen met un plant d'arbres dans le sol, au jour d'aujourd'hui, le Togo devait être le pays le plus reboisé dans le monde. Mais on n'a pas d'espace vert dans la ville de Lomé. Alors, docteur, on va aller très vite. On a listé un certain nombre de maladies. On a parlé, par exemple, de la faune et de la flore, des sachets plastiques, des bruits et des sons, des déchets humains, tout ça. Quels sont, de manière un peu ramassée, les conseils qu'on peut pour éviter tout ça, les maladies liées à ces nuisances-là? Et au regard de tout ce que nous venons de dire, parce qu'il faut penser certainement à des réponses individuelles, à des changements de comportement individuels, je parlais tout à l'heure. Mais il y a une gouvernance également au niveau national, à l'échelon également global, pour prendre en compte ces enjeux climatiques. C'est ce qui a été fait récemment l'année dernière, en 2015, pour la COP21. Mais est-ce que vous pensez que une institution comme l'OMS devrait être renforcée dans ses prérogatives, ou il faudrait mettre en place une autre agence qui sera chargée, par exemple, de gérer ces questions-là? Il faut dire que l'OMS ne devait pas être une gendarmerie devant les gens pour qu'il y ait une prise de conscience. C'est un problème individuel. Nous devons prendre conscience de ces faits nuisibles du réchauffement climatique, de la pollution de l'atmosphère. Et tout le monde doit mettre sur lui quel est mon devoir, quelle sera ma contribution pour améliorer et pour éviter cette dégradation de l'écosystème. Tout ça dans le but de préserver une santé meilleure à tout le monde sur la Terre. Allez-y, allez-y. Oui, et je dis, au regard de tout ça, la santé, on vient de voir qu'elle est fortement liée au changement climatique et à la pollution de l'atmosphère. Oui. En effet, en effet. Mais vous disiez tout à l'heure, moi je persiste en disant que c'est vrai qu'il y a une prise de conscience individuelle qui est nécessaire au niveau de chaque personne pour comprendre quel est son impact sur l'environnement et comment est-ce qu'on peut réduire son impact sur l'environnement. Mais il faut comprendre également que historiquement, un certain nombre de pays, ce sont les pays développés, dits développés, se sont développés en détruisant la planète. Certains pays aujourd'hui qui se disent, nous sommes également dans un processus de développement, nous ne devons pas, on ne doit pas nous imposer de limites par rapport à la pollution parce que nous voulons nous développer. Ce sont des arguments que servent par exemple la Chine, la Russie ou l'Inde et un certain nombre de pays sous-développés, anciennement sous-développés, qui sont dits aujourd'hui émergents. Donc il y a nécessité de concilier ces positions divergentes-là pour construire peut-être
Est-ce que vous pensez par exemple qu'une institution comme la COP21, avec cet accord-là, vous êtes optimiste par rapport à les engagements qui ont été pris par les États? Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que le réchauffement climatique sera limité en dessous des 2 degrés? Oui, et ces réunions scientifiques des experts n'est qu'un regroupement des experts, des connaisseurs. Mais posons-nous la question, combien de personnes sur la Terre sont conscientes de ce problème? Très peu, mais ceci nécessite des campagnes de sensibilisation. Des campagnes de sensibilisation pour que les gens comprennent réellement ce qui se passe. Et quand on parle de réchauffement climatique, pollution de l'atmosphère, c'est des phrases qui passent et qui sortent et on ne voit pas les conséquences sur le présent ni sur le futur. Donc il y a un travail à faire et ce travail incombe tout le monde. On n'a pas besoin, comme je le dis, qu'il y ait de la police derrière, mais c'est plutôt un problème de communication. Oui, certes, vous, les gens du média, vous devez beaucoup contribuer à ça. Pardonnez-moi, docteur, mais je suis toujours un peu dubitatif quant à l'impact de la communication. Parce que, qu'on se dise la vérité, l'impact, l'influence, le poids de la pollution, par exemple, du continent africain sur le réchauffement global et les changements qui vont survenir incessamment est très limité. C'est pas les Africains qui détruisent la planète. Oui. Peu importe, malgré nos pratiques d'un certain temps, qui ne sont pas trop évoluées, parfois même, d'ailleurs notre sous-développement nous aide même à ne pas détruire la planète. Alors qu'en revanche, ceux qui détruisent la planète, on les connaît. Mais les conséquences sont plus chez nous. Oui, il y aura plus de conséquences chez nous, justement. Oui. Mais quand vous dites à l'échelle individuelle, un Africain qui prend conscience que le climat est menacé et qui lui-même se met à un bon rythme par rapport, se met en harmonie avec l'environnement, et si ailleurs les mêmes choses, les mêmes comportements dans les pays occidentaux, on ne change pas de modèle de développement, on est d'accord, nous partageons tous la même atmosphère. C'est la même couche d'ozone qui recouvre nos têtes. Si elle est percée, ça ira mal pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez un peu Ce que je veux dire, qu'on commence par montrer des preuves aux gens. Il faut voir l'allure où les habitations se dégradent. Hein? Les infrastructures socio-économiques se dégradent. Exemple, les écoles. Vous passez, vous voyez qu'une école construite, en quelques années, vous passez, les toits n'existent plus. Parce que ces toits sont détruits par le réchauffement climatique, la pollution de l'air. Qu'on commence déjà par montrer les exemples de ce réchauffement aux gens pour qu'ils prennent conscience. Mais quand on le dit comme ça, et sans preuve, je pense que ça ne va jamais pénétrer les gens pour qu'il y ait prise de conscience. Alors, nous appelons vivement à cette prise de conscience à l'échelle locale comme à l'échelle globale, parce que nous sommes tous embarqués sur une seule et même planète. Il n'y a pas de plan B. Nous sommes tous condamnés à partager cette atmosphère-là et les problèmes qui surgiront agiront sur nous tous. Je vous rappelle que nous étions avec le docteur Gaba Siméon. Il est spécialiste des maladies de l'appareil digestif. Donc c'est la fin de ce numéro de décryptage. Merci à vous qui nous avez suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro et restez en compagnie de nos programmes.